Série-Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec la créatrice et productrice Sophie Réville. Avec la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, elle nous offre depuis 2008 des comédies policières enlevées et colorées. La saison 3 vient de débuter, saison à découvrir sur Salto et sur France 2. Je m'appelle Eva et mes livres de chevet enfants, après les collections de la Bibliothèque Rose et de la Bibliothèque Verte, se résumaient souvent à un nom, Agatha Christie. Mon jeu de société préféré était alors le Cluedo et je possédais, oui, la mallette du parfait détective. Je n'ai jamais mené aucune enquête, sachez-le, sauf à tenter de découvrir avant les dernières pages qui était l'assassin de l'Orient Express ou celui de l'île du Nègre. Autant vous dire qu'en 2008, je découvrais avec joie sur mon écran de télé un autre univers d'Agatha Christie, sans Hercule Poirot, ni Miss Marple, mais avec le commissaire Larosière et son adjoint Émile Lampion. Nous étions alors dans un décor années 30 et la saison 1 de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie battait déjà des records d'audience. Deuxième saison, nouveau commissaire, dans une ambiance fin des années 50. Troisième saison, les enquêtes sont désormais menées par Madame la commissaire et nous voilà plongés dans les années 70. En 12 ans d'existence, la série est ainsi devenue le rendez-vous du vendredi soir sur France 2 grâce à la créatrice et productrice Sophie Réville. Mais d'ailleurs, comment est née cette idée d'adaptation ? Comment négocie-t-on les droits d'acquisition d'Agatha Christie ? Pourquoi Agatha Christie d'ailleurs ? Et puis c'est quoi une bonne comédie policière ? Réponse avec Sophie Réville. Série-Land, épisode 43. Bonjour Sophie Réville. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté cet entretien, cet exercice du grand entretien au cours duquel je vais essayer de vous faire raconter tous les secrets de cette série dont vous êtes la créatrice. On va revenir sur l'histoire de cette fiction, mais pour commencer, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette saison 3 qui vient de débuter. Décor années 70, très flashy, bonne dose de orange, des chemises col pelle à tarte et pas de def aussi pour les pantalons. 3 nouveaux personnages mènent le bal et les enquêtes, à commencer par la commissaire Gréco, diantre et une femme commissaire. Bonjour, j'ai rendez-vous avec le commissaire divisionnaire Le Goff. Et vous êtes ? Commissaire Gréco. Commissaire ? Ouais, c'est ça. Moi, je suis Brigitte Bardot. Vous l'appelez ou je le fais moi-même ? J'aurais préféré qu'on vous affecte dans un autre commissariat. J'ai rien contre l'idée, mais enfin... une femme, quand même. Vous comptez courir derrière les méchants avec vos talons ? Et qui va garder vos enfants quand vous serez en planque ? Pas d'enfant, pas de mari, je vis pour mon métier. Ouais, enfin, vous emballez pas. Vous êtes à l'essai. Ils appellent ça une expérience au ministère. Sophie Réville, c'est vous qui avez eu l'idée d'imposer une héroïne plutôt qu'un héros au cœur de ces nouveaux épisodes ? Oui, en fait, j'ai découvert que le concours de commissaire n'a été ouvert aux femmes qu'en 1974. Et vous vous rendez compte ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quand moi, j'avais 10 ans. Donc, mais c'est ça, c'est qu'on découvre que cette histoire du féminisme en France, c'est tout près de nous, quoi. Ça m'a choquée. Donc, je me suis dit, il faut utiliser ça. Et c'est là que ça m'a donné l'idée de cette expérience, donc en 72, donc nous, on se met en 1972, où on aurait dit, on va essayer d'abord, parce que sûrement elle va se planter. Donc, on va prendre une femme inspectrice et on va la nommer commissaire, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est de là qu'est née l'idée. Comment vous la décririez, cette commissaire Gréco ? Moi, j'adore prendre des acteurs comme référence. Ça m'inspire beaucoup pour créer les personnages. Et j'ai dit aux co-auteurs qui travaillaient avec moi pour construire les personnages, et puis ensuite à Émilie Gavoican, l'actrice, j'ai dit, c'est pas compliqué, c'est Lino Ventura et Annie Girardot qui auraient fait un enfant, et ça serait le commissaire Gréco. Donc elle a l'espèce de flegme, d'autorité naturelle, de regard qui tue de Lino Ventura, mais elle a la gouaille, la féminité, parce que c'est une femme qui a des formes, qui est bien en chair, très féminine, et j'adore ça. Et elle l'assume. Vous avez vu, elle se balade en chemisier de soie, elle a une très belle poitrine, les lunettes de soleil tout le temps sur la tête. Émilie Gavoican, elle a eu une expression géniale, elle a dit « Gréco, c'est la rencontre entre un holster et un sac à main ». C'est très bien joué, très bien joué. Voilà. Mais alors, c'est vrai que la référence entre Lino Ventura et Annie Girardot, tout de suite, alors on est plongé dans les années 70 avec ces références-là. Alors aussi parce que j'ai pris des références 70. Par exemple, Max, l'inspecteur Beretta dont on va parler. Donc j'ai dit à Arthur Dupont, quand je l'ai rencontré, le rôle, c'est Belmondo et Patrick Devers qui se seraient rencontrés et qui auraient fait un enfant. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore regardé la série,
vous comprendrez à quel point les mots que vient de prononcer Sophie Réville sont justes, parce que c'est vraiment ça, même physiquement. Oui. Arthur Dupont ressemble à Patrick Devers. Et après, dans la gouaille et dans l'action, c'est vrai qu'il y a du Jean-Paul Belmondo. Et dans l'humour aussi, il y a du Jean-Paul Belmondo. C'est tout à fait ça. Sophie Réville, vous êtes patronne, vous aussi. Vous êtes un peu la commissaire de la série des petits meurtres d'Agatha Christie. En tout cas, vous dirigez une équipe de création. Oui. Est-ce que vous avez des points communs avec Gréco ? Je me suis posé la question. Oui, mais pas tant que ça, finalement. Oui, bah, bien sûr, une femme de pouvoir. À un moment, elle pose la question. Être une femme de pouvoir, c'est pas évident de savoir comment gérer les équipes. Donc, une femme qui gère des équipes. Oui, c'est vrai, mais enfin, on a quand même des caractères assez différents. En introduction, je disais que la série datait de 2008. Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que 2 ans auparavant, était diffusée sur France 2 une autre mini-série qui s'appelait Les Petits Meurtres en Famille, avec les 2 héros, Jean Larosière et Émile Lampion, donc joués respectivement par Antoine Duléry et Marius Colucci. Quand vous vous lancez dans cette aventure des petits meurtres, alors en famille, et puis ensuite les petits meurtres d'Agatha Christie, est-ce que vous avez déjà en tête ces différentes saisons qui sont marquées à la fois par des changements de personnages et par des changements d'époque ? Non, pas du tout. Alors c'est drôle, vous avez raconté votre enfance tout à l'heure, mais nous sommes des sœurs jumelles. J'ai exactement la même. C'est-à-dire que moi, je suis passée directement de la bibliothèque verte. J'étais une grosse lectrice. Mes parents encourageaient ça, mais enfin, j'allais partout un bouquin à la main. Et donc, je suis passée de la bibliothèque verte directement à Agatha Christie, à peu près à l'âge de 10 ans. Pareil. Pourquoi ? Parce que ma mère avait tous les Agatha Christie dans sa bibliothèque. Donc, je les prenais les uns après les autres. Et c'est vraiment un âge où on est entre l'enfance et l'adolescence et où tout d'un coup, on a l'impression de lire des livres de grands. Parce que quand même, Agatha Christie, c'est d'une cruauté humaine incroyable. C'est des enfants qui haïssent leurs parents. Quand j'ai lu Les 10 petits nègres, ça doit être un des premiers que j'ai lu. Mais j'avais l'impression de transgresser complètement, que si mes parents savaient ce qu'il y avait dans ce livre, il y a une angoisse. C'est très, très noir, Agatha Christie. On se rend plus compte. C'est pas parce que c'est des vieilles dames anglaises qui prennent du On est thé, bien mais d'accord. il y a des sentiments. Elle étudie vraiment la noirceur de l'âme humaine. Et ça m'a complètement déniaisée. Moi, j'avais une passion pour Agatha Christie. Et quand France 2 a cherché un feuilleton de l'hiver, à l'instar des feuilletons de l'été, j'ai dit tout de suite, et pourquoi on n'adapte pas un roman d'Agatha Christie ? Donc ça, c'était en 2005. Et je me trouvais pas légitime en tant que Française pour caster et même écrire Poirot et Miss Marple. Et m'est venue cette idée un peu folle que, après tout, Agatha Christie, c'était pas seulement les héros, C'était d'autres romans. c'était des policiers. mécaniques géniales. Ouais. On pouvait prendre les mécaniques et sortir les héros. Et donc, avec mon associé Denis Caro, on a pris l'Eurostar et on a été voir. À l'époque, c'était le petit-fils d'Agatha Christie à Londres. James Pritchard. Alors, c'est pas James, c'est Matthew à c'est l'époque. Matthew, Oui, pardon, parce que oui. maintenant, ça fait 12 ans. Et on a fait un show devant Matthew qui a accepté. Et on est la seule compagnie au monde de production à avoir le droit d'adapter les livres d'Agatha Christie sans les héros traditionnels. Ça Voilà. veut dire que vous prenez les romans où il y a Hercule Poirot, Miss Marple, vous enlevez ces 2 personnages-là et vous avez le droit de créer d'autres personnages Tout à dans fait. cette intrigue-là. Tout à fait. Alors, on leur a fait accepter, on va dire, à chaque fois, on leur a fait valider, accepter nos personnages. Donc, on a présenté Larosière et Lampion pour le premier feuilleton, Petit meurtre en famille. Après, quand on a changé d'époque, quand Antoine Duléry a quitté la série, on a été... Alors, j'avais des grands moodboards, j'avais mis des photos, Shirley MacLaine, etc., pour Alice Avril. J'avais mis Marilyn Monroe, évidemment, pour la secrétaire, Marlène. J'avais mis Cary Grant dans tous ses états pour montrer ce que serait le commissaire Laurence. ouais. On leur a vraiment... On ne pouvait pas le faire sans avoir leur accord, évidemment. C'est tellement important. Et à chaque fois, on les a convaincus. Alors aujourd'hui, c'est l'arrière-petit-fils, le fils de Matthew, Donc James Pritchard. Pritchard, qui est le fan numéro 1 de la série. Il adore. Il dit ma grand-mère adorerait si elle voyait. Ils ont réussi à renouveler l'œuvre. Parce qu'ils se rendent bien compte que l'œuvre, elle vieillit malgré tout. Et donc, c'est là qu'ils sont intelligents. Ils se rendent bien compte qu'il faut
montrer le génie d'Agatha Christie pour les mécaniques policières d'une autre façon. Et donc l'ancrer dans des époques différentes, on va en reparler. Votre série s'est donc reposée d'abord sur un duo, on vient d'en parler, Oui. qui était Antoine Tuléry et Maxime Colucci, puis un trio avec le commissaire Laurence, donc flanqué d'une journaliste, Alice Avril, et sa secrétaire Marlène Leroy. Et dans cette nouvelle saison, un nouveau trio, donc notre commissaire qu'on vient d'entendre, la commissaire Gréco, et elle a un adjoint qui est nommé Beretta. Je suis un bon flic, moi, mais je suis un flic de terrain. Parce que eux, là, regardez, eux, là, c'est des grosses baltringues. Ils ont autant d'instinct qu'un rouleau de papier de main, croyez-moi. Alors oui, c'est vrai, j'aime pas qu'on me chatouille. Ça, d'accord. Mais je suis un bon inspecteur. Vous le regretterez pas. M'essayer, c'est m'adopter. Va falloir vous tenir à carreau. Je bougerai pas une oreille, je vous jure. Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer. Alors Beretta, Sophie Réville, c'est évidemment le nom d'un fabricant d'armes. Et Bien j'imagine sûr. que tout ça n'est pas le fruit du hasard. Tout à fait. Alors vous savez qu'il y a une question sempiternelle dans Seriland, peut-être que vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. Comment vous choisissez les prénoms et les noms de famille de vos personnages ? Alors ça, c'est tellement difficile. C'est des discussions. Bon, là, on s'est mis à 4. J'ai réuni 3 auteurs avec moi pour créer ces personnages. J'avais déjà des idées assez précises, hein. Mais créer un personnage, il faut tout inventer. Sa famille, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il mange, sa vie amoureuse, sexuelle. Donc, voilà, on s'est mis à plusieurs. On a fait ce que les Américains appellent une room, hein, c'est-à-dire chambre. brainstormer, Voilà. une chambre d'écriture. Et les prénoms, mais ça a été tellement compliqué, tellement compliqué. Alors, Max, je sais pas, sautait, on baignait dans les années 70, Max et les ferrailleurs. Puis après, Beretta, c'est l'arme, évidemment. Beretta. Et tout d'un coup, un jour, quelqu'un dit Max, l'autre dit Beretta, et puis, mais on en a vraiment. Et alors Gréco, comment est venu le nom de Gréco ? Très difficile aussi. Alors, Annie, hommage à Annie Girardot. Hein. Gréco, fallait un truc qui claque. Je ne sais pas. Ça- Un jour, quelqu'un a dit, pour moi, c'était le peintre, hein, Gréco. Oui. Voilà. Oui, parce que c'est pas anecdotique ces prénoms de personnages, parce qu'il faut que le téléspectateur aussi le retienne facilement, parce que c'est des héros récurrents, donc il faut qu'aussi on se les approprie, et donc on se les approprie à commencer par le nom et le prénom. Complètement. Il y a une histoire de classe sociale aussi. C'est très important pour moi, les classes sociales, et je les mets toujours en scène. Donc, dans la saison 2, il y avait l'aristocrate Laurence, hein, qui était confrontée à la fille du peuple, la fille de la DAS, féministe, qui sortait du caniveau, Alice Avril. Et là, c'est pareil. On a Annie Gréco, qui est une femme du peuple, et Beretta, pareil, ça se voit tout de suite, hein, qui est confrontée à une fille de la haute, mais de la très haute bourgeoisie, donc c'est le 3e personnage, Rose Bellecour, qui est la fille, alors Bellecour pour Bettencourt, hein, un empire du luxe, de des cosmétiques, hein, c'est L'Oréal des années 70, donc on l'a appelée Rose Bellecour, et c'est important que les noms reflètent cette origine sociale. Donc pour moi, Gréco, Beretta, je ne sais pas pourquoi, il y avait un côté populaire, alors que Rose Bellecour, évidemment, qu'elle habite dans un hôtel particulier et elle dort dans des draps de soie, quoi. Et ce personnage féminin que j'aime beaucoup dans cette 3e saison, Rose Bellecour, c'est une jeune psychologue. Je vous propose de l'écouter. Vous me faites perdre mon temps. Voilà. J'ai une enquête qui m'attend, moi. D'après ce que m'a dit votre commissaire, ces derniers temps, vous classez surtout des dossiers dans un bureau en sous-sol. Non, ça c'est seulement parce que j'ai mis ma main dans la gueule d'un con. 2 fois. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a dit pour déclencher votre colère ? Rien, c'est un con, voilà. Les cons, ça prend des coups, ça fait partie du job de con. Écoutez, là, ça suffit, je suis pas suspect, d'accord ? Donc j'ai pas à répondre aux questions débiles d'une bonne femme incapable qui exerce un métier de hippie. Alors, ne répondez pas, parce que figurez-vous que moi aussi, j'ai mieux à faire que d'écouter un gosse de 40 ans, affublé d'un complexe de supériorité, faire un caprice au milieu de mon cabinet. Revenez quand vous aurez décidé de vous soigner. Il est hors de question que je refoute les pieds dans ce cabinet de charlatan. Alors, ravi de ne jamais vous revoir. J'adore cet extrait parce que vraiment, merci. on sent... Alors d'abord, la qualité des dialogues, Quel bonheur évidemment. d'entendre. Vraiment, je rends hommage à nos scénaristes. J'ai une équipe de scénaristes. Donc là, c'est Flore Cossinette, c'est Hélène Lombard qui ont écrit ces dialogues du pilote. C'est vraiment une des choses. C'est la tradition française du beau dialogue, la tradition d'Audiard, la tradition du théâtre. Moi, je tiens beaucoup à ça et on n'en parle pas souvent parce qu'on parle des décors et tout, mais on travaille énormément. On fait 10, 11, 12 versions des scénarios dialogués, ce qui se fait très peu, ni au cinéma ni à la télévision.
Je pense que c'est une de nos marques de fabrique, c'est nos dialogues. Oui, c'est vos dialogues et qui sont en plus ancrés dans le temps, dans l'époque que vous choisissez. Parce que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment des dialogues qu'on aurait pu effectivement entendre dans les comédies des années 70. Le vocabulaire est respecté. On revient au ton qu'on entendait dans ces années 70 et c'est extrêmement intéressant. Mais je me suis demandé pourquoi ce personnage de psy. Vous avez fait une liste de tous les métiers qui étaient compatibles avec celui de flic à côté pour la choisir ou c'était une évidence? On avait la journaliste auparavant, dans la saison 2. C'est quoi? C'est des personnages qui enquêtent un peu aussi, qui cherchent à comprendre l'âme humaine. C'est pour ça que vous l'avez en fait, c'est très devenir psy. personnel. Moi, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une série sur une psy. J'ai jamais réussi parce qu'on peut pas tout faire non plus. J'ai eu plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Pour moi, une psy, ça permet de voir le petit enfant qui est dans l'adulte. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait à longueur de journée, de décrypter et de dire mais là tu t'énerves parce qu'en fait tu ne supportes pas voilà telle ou telle chose. Et donc je trouve ça passionnant et donc c'est une façon et c'est intéressant aussi parce que les gens apprennent des choses parce qu'alors on a une psychologue conseil. Ah ben alors je me suis posé la question et je me suis dit que c'était le cas parce que c'est très précis en fait derrière la comédie. Tout à fait, on dit pas ce qu'elle de bêtises. raconte est très précis. Alors certains vont dire c'est de la psychologie de cuisine et tout. J'assume, mais en tout cas, on a une psychologue qui travaille avec nous sur le personnage de Rose et sur ses analyses. Et moi, je trouve ça passionnant parce que en fait, on est tous des névrosés et elle a la clairvoyance là-dessus et elle vous explique pourquoi vous êtes une névrosée ou un névrosé et ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. C'est à la fois intéressant et ça fait rire. Voilà. Et je suis en train de me dire que ces trois personnages, en l'occurrence donc Max Beretta, la commissaire Gréco et Rose Bellecour, c'est un peu de vous dans chacun des trois personnages. Ah ben, j'ai pas du tout pensé ça. Ah oui, le côté impulsif de Max Beretta, ça oui. Oui. Ça je l'ai. Le côté un peu fonceur, tête baissée. Et peut-être. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Alors il faut rendre hommage aussi aux trois comédiens qui sont incarnés avec brio. Émilie Gawakan pour le commissaire Gréco, Arthur Dupont pour celui de Max Beretta et Chloé Chaudois, j'espère que je prononce bien son nom de famille, tout à fait. Qui est une sorte de mix entre deux Audrey Tautou et Audrey Hepburn. Où est-ce que vous avez déniché ces actrices et ces acteurs? Alors Chloé Chaudois, c'est Marlène Jobert. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, moi, petite fille, j'avais une passion pour Marlène Jobert, je la trouvais tellement belle, j'adorais tous ses films. Et bon, que ceux qui ont grandi dans les années 70, comprendront, les autres non. Et la maman de Eva Green. Pour les plus jeunes. Oui, voilà. Pour les plus jeunes. Voilà, ça tout de suite, ça la situe. Alors, sans aucune... Enfin, je le dis simplement, non, ils sont pas connus du grand public. Ils sont pas connus du grand public. Une série, comme un film de cinéma, c'est une équipe. On ne le dit jamais assez. C'est-à-dire que, bon, ok, moi, j'ai des envies, j'anime mon équipe, mais c'est des gens extraordinaires que j'ai autour de moi depuis des années. Et donc là, il y a une personne qui s'appelle Michael Laguens, qui est un directeur de casting, qui est un génie du casting. Il y a aussi le courage de la directrice de la fiction de France 2, Anne Holmes, qui à contre-courant de ce qui se fait dans beaucoup de séries, a accepté le fait qu'on prenne des inconnus. Oui, et à chaque fois, c'était ça en fait. Aussi le fond de ma question, c'est que dans la saison 2, c'était déjà le cas. La saison 1, on connaissait un peu Antoine Duléry, mais Marius Colucci, on l'avait jamais vu dans un rôle aussi important. Donc c'est quoi? C'est vraiment une ambition pour vous parce que c'est les personnages qui doivent passer en premier? À fond. Et parce que quand on cherche un nom, on tord le personnage. Généralement, on prend un nom pour un nom, qui n'est pas tout à fait le personnage qui a été écrit, mais c'est pas grave. Alors que nous, on a vraiment cherché Simone Signoret, Annie Girardot, et on l'a trouvé. Je l'ai briefé comme ça, et il a trouvé Émilie Gawakan, sublime comédienne. Je lui ai dit, revois des films de Marlène Jobert, le côté très excité, comme sa petite souris qui court partout, qui a tout le temps des trucs à dire, qui parle très vite. Il a trouvé Chloé. Alors Chloé, je précise, petite anecdote, elle a déjà joué dans la série. Elle jouait une meurtrière dans l'épisode Ding Dang Dong, où le commissaire Laurent s'était enfermé dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Donc on l'avait repérée comme ça. Mais c'était Michael qui l'avait mise dans ce rôle. Et Arthur, pareil, une idée de Michael. Je lui dis, mais putain, c'est qui Belmondo aujourd'hui? Il m'a dit, il y en a un. C'est Arthur Dupont. Alors, vous connaissez ma méchanceté légendaire. Je me suis demandé si quand même d'avoir des acteurs et des actrices moins connus, ça permettait aussi de réduire les coûts de production. Enfin, les feuilles de salaire des comédiens. Enfin, c'est pas...
Oui, certainement. C'est vrai que c'est une série d'époque qui coûte très cher. Non, voilà, mais c'était pour ça. En fait, je voulais vous amener Chaque film vers ça, bien sûr. coûte 2,5 millions. Donc, c'est vrai que si on peut mettre l'argent dans les décors, dans les costumes, c'est mieux. C'est toujours des équilibres, bien sûr. Oui, c'est une des raisons économiques aussi. Je voudrais justement revenir là-dessus parce que c'est extrêmement important. Il y a très peu de gens qui s'expriment comme vous venez de le faire avec autant de franchise sur l'argent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça représente en termes de fiction, 2,5 millions d'euros? Vous dites que c'est beaucoup pour un épisode parce que généralement, c'est quoi les budgets pour une fiction française classique par épisode? Alors, nous, on fait des miracles avec Les Petits Meurtres. On fait des miracles. C'est-à-dire que 2,5 millions pour un film d'époque d'1 h 30 avec les costumes, les décors que vous voyez, en réalité, c'est très peu. On est des magiciens. Enfin, il y a un chef décorateur qui est un magicien, il y a une chef costumière qui est une magicienne. On va dire que les films contemporains, ils sont entre 2 et 2,5 millions. Par C'est vrai que épisode, souvent, il y a des gros castings qui prennent une partie du budget. Nous, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, même dans les guests, vous avez remarqué, on ne met que des acteurs inconnus, ce qui nous permet d'avoir des acteurs qui viennent du théâtre, qui sont des perles à chaque fois. Et voilà, c'est notre façon de fonctionner. Normalement, un petit meurtre, ça devrait coûter 3 ou 4 millions. Et on les fait pour 2,5 millions et on est assez fort. Alors, la façon dont on y arrive aussi, c'est d'en tourner 2 en même temps. D'accord. Alors, c'est aussi la fidélité de France 2 qui fait qu'ils nous en commandent 4 par an. Et donc, on en tourne 2 au printemps, 2 à l'automne. Tourner 2 films en même temps, il y a des économies d'échelle qui font que ça fait faire pas mal d'économies. Et puis, on a construit un studio. Dans le nord de la France, c'est ça, à Tourcoing? C'est ça. Alors, on avait le studio des années 60 à Tourcoing. Et là, on a construit un tout nouveau studio, années 70, à Lens. D'accord. Et donc, on vous va êtes de chez plus en plus vous. au nord. Et donc, vous êtes chez vous. On est chez nous. Et ça facilite. Et Enfin, au ça réduit départ, les c'est un coûts. gros investissement, 800 000 euros pour ce studio, que Escazal a financé entièrement. C'est votre société de production. Tout à fait, Escazal Film. Mais, comme on espère que la série va durer, après, ça devient extrêmement rentable parce qu'évidemment, ça s'amortit sur plusieurs années. Alors, je voudrais préciser une chose, c'est que si je vous parle d'argent, c'est parce que ce travail à l'image de décors, de costumes, donc on comprend, c'est ça aussi qui coûte cher. C'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas un vernis bling bling, mais c'est plutôt une façon d'assumer et d'asseoir le côté notamment burlesque de la série, notamment sur ces 2 épisodes dans les années 70. Est-ce que vous aviez en tête des séries ou un cinéma de référence? Alors, on a bien compris pour les acteurs, mais moi, j'ai souvent pensé à Jacques Tati ou à Peter Sellers. Est-ce que c'était des références pour vous ou absolument pas? Ou il y a d'autres séries qui vous ont marqué, que vous aviez en référence au moment de la création de ces nouveaux épisodes? Alors, j'adore Jacques Tati, Peter Sellers, mais non, c'était pas ces références-là. En fait, moi, mes références, depuis le début, c'est Hitchcock. Les Hitchcock, où se mélangent le thriller et l'humour. Bon, je vais citer le plus célèbre, qui est La mort aux trousses, et le glamour en plus. Enfin, dans La mort aux trousses, qui est un de mes films cultes, il y a à peu près tous les petits meurtres. Après, j'adore les comédies américaines. C'est vraiment les États-Unis, l'inspiration, même dans la déco. On était les années 60 plus américaines. Tout à fait. On est les années 70 un peu plus américaines, les hippies. Voilà. On est avec Mad Men, pour ceux qui aiment les séries, avec la saison 2. Absolument. Et là, on est plutôt, je dirais, alors années 70, il y en a beaucoup des séries dans les années 70, mais qu'est-ce qu'on J'ai pourrait pas donner regardé comme spécialement référence? de séries années 70. Nous, on a été directement à la source. Oui. On s'est regardé tous les films de Sautet, on s'est regardé tous les Marlène Jobert, tous les Lino Ventura. On s'est plongé dans tous ces films, dans les costumes, la déco de cette époque, mais toujours en l'accentuant. C'est-à-dire qu'évidemment que notre univers, il n'est pas réaliste. On aime le côté futuriste des années 70. Du coup, on a fait une salle d'interrogatoire qui ressemble à un vaisseau spatial. Qui est magnifique. Qui est magnifique. On assume l'esthétisme et on assume... Ce sont des années 70 fantasmées. Alors, on le disait, la drôlerie de la série, elle passe par les dialogues. Très grande qualité, je le redis. Si je dis que cette 3e saison, elle est résolument féministe, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, à fond. À fond. Déjà, on était féministe dans les années 60, parce que Oui. Alice Avril était très féministe. Son but dans la vie, c'était que Marlène arrête d'être une potiche accrochée à son amour pour le commissaire. Bon, elle n'a jamais réussi, évidemment. Et donc là, on passe dans les années 70. Et du coup, effectivement, là, il y a 2 femmes féministes. Donc, elles sont devenues 2. Alors, de une, on est passé à 2. On va écouter la première, qui est Rose. Elle est en dialogue avec Beretta. Je
trouve plus mon magazine femme. Vous me l'auriez pas emprunté par hasard? Parce que j'ai une tronche de ménagère dépressive. Après, si c'est là que vous pêchez vos théories de psy, tout s'explique. Hein. Parfait. Comment ça, parfait? Ah, vous êtes parfaitement dans votre problématique. De quoi, comment ça? Ce mépris affiché reflète à merveille votre peur des femmes. Ce continent inconnu. C'est quoi? On en parlera à notre prochaine séance. Il est pas du tout inconnu, le continent. Hein, les gars? C'est vous qui êtes problématique. Alors j'adore cette expression de continent féminin. Et alors évidemment, cette volonté que vous avez d'en faire une série féministe, ça donne lieu à des vannes anachroniques. La preuve. C'est à moi de vous remercier. Pour tout à l'heure avec John. Ah non, mais c'est normal, ça. Non, il n'avait pas le droit de vous traiter comme ça. Hein. Je suis habituée, vous savez. Dans mon métier, ça arrive tous les jours. Comme dans tous les milieux où les hommes ont le pouvoir. Putain, faudrait les balancer, ces porcs. Un jour peut-être. Mais c'est bien de vous voir vous énerver pour de bonnes raisons. Vous nous en parliez tout à l'heure un petit peu, Sophie Réville. Comment vous travaillez concrètement avec vos auteurs? Il y a un jeu de ping-pong entre vous, entre le scénario, c'est-à-dire la trame au départ, et puis après les dialogues, la construction des personnages. Comment ça se passe concrètement? Déjà, je rends hommage à, donc là, c'est Eliane Montane et Thomas Mansuy. Hein, c'est le 2e épisode. Merveilleux dialogue quand même, vraiment. Mais c'est du travail, hein, c'est que du travail. Alors, au départ, je donne des directions. Je fais ce qu'on appelle la direction littéraire. Hein. On choisit un milieu ensemble. Donc là, par exemple, c'est le milieu du journal Elle, qui ne s'appelle pas Elle, mais un journal de mode. On décide, très important, qu'est-ce qui va arriver d'important et de drôle à nos 3 personnages. Et comment on va mélanger ça à une histoire policière. Donc tout ça, c'est beaucoup de ping-pong, de brainstorming. Une fois qu'on est d'accord sur les grandes choses, ils écrivent une note d'adaptation. Hein, et ensuite, on fait des versions. D'abord d'un séquencier, ça veut dire la construction. Après, des dialogues. Et ensuite, moi, j'inclus tout le monde. C'est-à-dire, on fait une lecture avec les 3 principaux. Et là, on enrichit. Les 3 acteurs principaux. On enrichit de blagues, on enrichit de leurs idées. De ping-pong, on entend les répliques, du coup on rajoute des trucs. Après on fait une lecture avec le réalisateur, après on fait une lecture avec tous les acteurs de l'épisode. Et on refait des versions. Donc je disais, on arrive à 10, 11, 12 versions dialoguées. Et c'est comme ça que, voilà, il faut les répliques cultes. Nous on appelle ça nos répliques cultes. Voilà, c'est vrai qu'il y a une exigence, et on se régale sur les dialogues. Est-ce que c'est le travail de toutes les productrices et producteurs de faire ça, d'aller dans ce détail-là? Non, généralement, en fait, les producteurs, ils ont ce qu'on appelle des directeurs littéraires ou des directeurs du développement. Enfin, chaque producteur est différent. Moi, j'ai un associé qui est plus sur le financier, Denis Caro. Moi, je suis plus sur l'artistique. Donc, on est tous les deux les producteurs d'Escazal Film. Chaque producteur définit son métier. Il n'y a pas un producteur qui ressemble à un autre. C'est vrai que moi, mon métier, je dirais à 50% de mon temps, c'est d'être à une table avec des scénaristes. Mais je crois que c'est ça qui fait la réussite, en tout cas des petits meurtres. Ça, j'en suis sûre. Alors, est-ce que les 4 épisodes qu'on va pouvoir voir cette année pour cette 3e saison sont tous des adaptations des romans d'Agatha Christie? Est-ce qu'ils existent en livre ou vous vous êtes servi simplement de l'univers et vous en avez créé une fiction? Comment ça s'est passé pour ces 4 nouveaux? Question très intéressante parce que quand on a décidé de partir dans cette nouvelle saison, on avait déjà fait 11 films de la première saison, 27 de la deuxième, 38 adaptations. Agatha Christie, elle a écrit à peu près 66 romans. Il y en a une quinzaine, on va dire, dont on n'a pas les droits. Bon, on parlait l'Orient Express, les 10 petits nègres, etc. Et ceux qui restent sont difficilement adaptables. Donc, on a été voir notre ami James Pritchard, on a repris l'Eurostar avec Denis Caro, et on lui a dit, James, là, on va pas y arriver. On va pas y arriver. On a adapté déjà les romans les meilleurs, les meilleures mécaniques policières, on les a déjà adaptés. Est-ce qu'on peut faire, comme la série Sherlock, à la manière d'eux? C'est-à-dire d'après l'œuvre d'Agatha Christie. Et comme il a très confiance, mais ça c'est pas rien, c'est une confiance qui s'est construite en 12 ans. Hein, moi j'aime bien, c'est un chemin en fait. Eh bien il a dit OK, il a confiance. Et ça c'est une fierté quand même. On invente des histoires originales et c'est signé Agatha Christie. Alors vous savez qu'ils le font pour des romans. Hein. Oui. Ils ont publié des nouveaux romans d'Hercule Poirot, écrits par une romancière anglaise qui n'est pas Agatha Christie, bien sûr, une jeune romancière.
vous pouvez nous préciser pourquoi vous n'avez pas les droits, par exemple, pour le crime de l'Orient Express? Alors, ils ont Et quelques réservé autres. un certain nombre de romans iconiques pour des grosses sorties cinéma. Donc, ils ont fait l'Orient Express, ils ont fait Mort sur le Nil, mais qui n'est pas encore sorti. Dix petits nègres, on l'a adapté par ailleurs. Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous l'avez adapté pour Salto, et on le verra bientôt sur M6. Absolument. Ça s'appelle Ils étaient 10. Tout à fait. Donc là, vous avez pris l'univers. Encore une fois, c'est que vous prenez l'univers Ouais, des 10 et on petits nègres change beaucoup de choses. et vous changez beaucoup de choses. Oui, avec la bénédiction des héritiers. C'est-à-dire que Dix petits nègres, ils m'ont dit, est-ce que tu voudrais pas faire une adaptation contemporaine? Ça n'avait jamais été fait. J'ai dit oui, mais enfin, il y a eu tellement d'adaptations des Dix petits nègres. Moi, si je le fais, si on le fait chez Scasal, il faut qu'on ait le droit de tout changer, tout en gardant le principe, voilà, la mécanique policière. Et ils ont dit ok. Du coup, on a mis 5 hommes, 5 femmes. On a mis ça aux Antilles, sur une île, voilà, luxuriante, sous le soleil. Enfin, et puis on en a fait un espèce de slasher moderne, Ouais, tout à fait. slasher grand public, on va dire. Hein. C'est-à-dire un film qui d'horreur. fait peur, voilà, Ouais, un film exactement. qui fait peur. Et ils sont ravis du résultat. Ouais. Alors, ça veut dire que où commence et où s'arrête votre capacité d'adaptation des œuvres d'Agatha Christie? Il y a des choses que vous ne pouvez absolument pas faire, ou est-ce que tout passe par le prisme de James Pritchard qui lui donne sa dernière validation? Honnêtement, Vous vous ils sentez libre? ne lisent plus les scénarios parce qu'ils n'ont pas le temps. Et ils ont une confiance. Ça marche à la confiance. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Ça marche à la confiance. Mais nous-mêmes, on se restreint. C'est-à-dire, on s'auto. Moi, je vois à peu près, par exemple, une fois, on a été un peu loin dans un film de la première saison. Et c'était Matthew qui avait dit ah là là, quand même, ma grand-mère doit se retourner dans sa tombe. C'était une jeune fille dans une douche et il y avait un jet de sang qui avait été projeté sur le mur. C'était un peu hommage à Psychose. Et je m'étais dit, tiens, j'aurais pas dû le faire. On n'aurait pas dû le faire. Qu'est-ce qui le donc, gênait dans cette scène? c'était trop... le Trop sang, sanglant. c'est pas le truc Ouais. d'Agatha Christie. Par exemple, quand on montre en gros plan dans Ding Dang Dong, l'épisode sur l'hôpital psychiatrique, un pieu qui est rentré dans un œil. Mais en fait, c'est un petit meurtre. C'est-à-dire, c'est presque comique, quoi. C'est énorme. Mais là, il y avait un côté très réaliste, du sang qui était projeté sur le mur. C'était un peu gore. Et il faut bien faire la différence. Il faut que ça reste toujours souriant. C'est un spectacle familial. C'est pas là pour faire peur, même si... bon, voilà. Donc, en fait, c'est à nous de sentir où est la limite. Et ça veut dire aussi que vous vous sentez dépositaire de l'œuvre d'Agatha Christie, quand même. Oui, alors, c'est dingue. Ouais. Mais oui, tout à fait. Vous imaginez quand vous étiez dans votre chambre d'enfant que vous seriez un jour Non, pas du tout. Pas du tout. l'adaptatrice de Agatha Pas du Christie? tout, mais je suis très très fière, surtout qu'on est vendu dans 60 pays, donc c'est une série qui est très regardée en Allemagne, en Grèce, au Japon, la NHK, qui plaît beaucoup partout. En Australie, on a des fans australiens, donc ça fait très très plaisir. Ouais. Alors, les premiers personnages d'enquêteurs de la série, on le disait, c'était le commissaire Larosière et son adjoint Lampion. Ce ne sont pas des personnages créés par Agatha Christie, mais par vous. On est Oui. bien d'accord, hein? Oui, tout à fait. C'est Anne Jaffery et Muriel Magellan, les auteurs de l'époque, qui ont créé ça. Ils étaient très inspirés de Poirot et Hastings, quand même. Même hein. physiquement, hein, Complètement. Duléry a quelque chose de Hercule Poirot, en tout cas tel qu'on l'imagine. Complètement, et le caractère, le côté suffisant, un peu comme ça, les rodomontades, le mec qui se pousse du coude, et avec son second qui l'humilie en permanence. Hein. Il y avait le maître et le valet. On était complètement dans la lignée. Hein. Eh bien, écoutez, à l'écran, ça donne ça. Extrait du premier épisode. Alors, Lampion? La victime s'appelle Aline Bellec, retrouvée étranglée par un certain Pitou. Pitou. Ah non, Pitou c'est le chien. Le maître c'est Monsieur Prigent. Il promenait son chien et c'est comme ça que Pitou donc... Elle était serveuse dans un café du centre-ville. Elle avait fini son service. Elle est jolie, cette petite. Très jolie. Trop jolie, peut-être. Un Lampion. Un amant jaloux, un crime passionnel. Quoi de plus romantique qu'un soleil couchant? Alors ça, c'est un extrait du premier épisode de la première saison de Petits Meurtres, les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Mais donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vous aviez créé avant Petits Meurtres en famille. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour de tournage de cette série? Dans quel état d'esprit vous étiez? De Petits Meurtres en famille. Ouais. Il y avait Robert Hossein, Elsa Zilberstein, Bruno Todeschini. Oui, on était dans un château en Bretagne
Et j'étais très fière donc d'adapter un roman d'Agatha Christie. C'était le Noël d'Hercule Poirot, le roman. C'était une belle aventure, mais je me doutais pas du tout que ça allait durer aussi longtemps. Pas du tout. Et alors, le premier tour de manivelle, en l'occurrence, des petits meurtres d'Agatha Christie, et donc de cet extrait qu'on vient d'entendre, de la première saison, épisode 1. Là, vous vous dites, ça y est, l'aventure commence et ça va durer. Ou là, pareil, vous dites, bon, on va faire quelques épisodes et on verra bien après. C'était génial parce que j'étais dans la position dont rêve tout producteur, c'est que c'est France 2 qui est venu me voir pour me dire, quand même, d'abord, ça avait fait 7,5 millions de téléspectateurs, le feuilleton. Ça avait été un énorme succès. 4 épisodes. Ouais, 4 épisodes. Et ils étaient venus en disant, mais ils sont géniaux, Duléry et Colucci, il faut créer une série. Et donc, carrément, on n'avait même pas eu à la vendre, quoi. Donc ça, c'était dément. C'était très joyeux. Antoine Duléry, il est tellement drôle. C'était un bonheur. On s'est amusé follement en tournant ces 11 épisodes. Jusqu'au jour où il nous a quittés, quand même. Ah oui, alors qu'est-ce que ça fait quand un acteur vient vous voir et vous dit, bon, stop, il faut que j'arrête, je passe à autre chose? Alors, j'ai pleuré, je m'en souviens très bien. Il me l'a annoncé sur le tournage. Et les larmes sont sorties parce que vraiment, il cassait le jouet, quoi. Il cassait le jouet en plein succès. C'était un succès énorme. Et puis, très vite, je me suis dit, mais en fait, non. Parce que la série, c'est Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est pas Le Commissaire Larosière. Ça s'appelle Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Et très vite, on a rebondi avec Denis Caro. Et on est venu à France 2 dire mais nous, on veut vous proposer de partir à la fin des années 50, début des années 60. Et là, la réaction de France 2, ils vous ont dit oui tout de suite? Parce que c'était un pari quand même. Vous arriviez avec un nouveau commissaire, oui. Interprété par Samuel Labarthe, oui. Avec un nouveau décor, enfin, une nouvelle perspective aussi, oui. Une nouvelle ambiance. Et ils vous disent oui tout de suite? Il y a une femme qui était directrice des programmes à l'époque, Perrine Fontaine, qui a dit oui tout de suite, oui. Il y a eu beaucoup de tergiversations quand même. Enfin, oui, c'était un gros risque pour eux. C'était un gros risque. Mais bon, le casting, tout de suite, dès le premier épisode, ils étaient là, les personnages. Marlène, Laurence, Alice Avril. Tout le monde était conquis dès la vision du premier épisode. Puis il y a cette relation de confiance avec France 2. C'est-à-dire qu'ils m'ont tout de suite commandé le suivant, sans attendre la diffusion. Enfin... On a pu très vite lancer la série, quoi. Alors, on vient de l'entendre, on a écouté un extrait de l'épisode 1 de la première saison où on parlait de chiens. On apprend donc à la fin des 11 épisodes que les comédiens s'en vont. C'est l'arrivée d'un trio qui vit à la fin des années 50, un trio interprété par Samuel Labarthe, Élodie Franck et Blandine Bellavoire qu'il faut citer. Extrait choisi totalement au hasard, écoutez. Mais non, c'est pas moi qui l'ai amené. Ce clébard me suit partout depuis 2 jours. Le pauvre, il est abandonné. Il vous aime, il vous a choisi, c'est tellement chou. Il paraît que les chiens ressemblent à leur maître. Oui, bah là, je sais pas. Quelque chose dans le regard de vraiment gentil, non? Alors, gentil, oui. Mais non. Oublie Marlène. C'est peut-être au Berg. Il était à l'hôtel. À l'hôtel? Avril, vous allez me rendre un grand service. Non, ça m'étonnerait. Si. Mélie, assassiner, un autre meurtre se prépare peut-être et je ne peux rien faire. La Bergue cherche une souillon. Vous serez parfaite. J'adore la petite musique qui accompagne chaque dialogue, musique extrêmement importante dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. C'est vrai, il faut à chaque fois, c'est une vraie identité sonore que vous avez réussi à trouver. Et vous adorez les chiens. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement drôle d'avoir retrouvé cet extrait qui est l'avant-dernier épisode. Oui. Parce que le dernier, c'est la comédie musicale. Mais ouais, c'est marrant. On a un compositeur génialissime qui bosse depuis 12 ans avec nous, qui s'appelle Stéphane Mouchat. Et dans la saison des années 70, c'est lui qui a composé et écrit les paroles de toutes les chansons 70 que vous entendez. Souvent, quand je dis ça, les gens me disent « Non, mais non, vous avez acheté des vraies chansons. » Mais non, on a tout fabriqué. Et alors, attendez, sur les dialogues qu'on vient d'entendre, par exemple, où la musique, en fait, la musique vient donner des virgules, des points. C'est la ponctuation de ces dialogues-là. Absolument. Il travaille comment? C'est en post-prod? À l'image. À l'image. Alors ça, c'est un peu notre marque de fabrique aussi. On appelle ça la musique à trous, effectivement, les virgules, les ponctuations.
Mais ça, c'est très inspiré des comédies américaines des années 50. Hein. Mais c'est un ton ça, c'est incroyable. Billy Wilder, c'est Lou Beach. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un dialogue avec le spectateur. C'est des clins d'œil au spectateur. On le prend par la main, on lui dit... Voilà. On fait des commentaires avec le spectateur, au spectateur, avec la musique. C'est une écriture très particulière et on assume ça complètement. Et on adore ça, ouais. Mais c'est des heures de travail, j'imagine. Oui, il est tout seul. On a continué ça dans les années 70. On a aussi les ponctuations, la musique à trous. Ouais. Alors, cette musique, elle est aussi importante qu'effectivement, le dernier épisode de la saison 2 se terminait avec un épisode comédie musicale assez incroyable. Et je comprends cette influence américaine qui vous plaît parce qu'on était vraiment dans ça. Est-ce qu'avec le temps, vous avez l'impression d'avoir gagné en liberté de création, d'être capable de oser plus que quand vous avez lancé la série ? Ah, totalement. Totalement. C'est-à-dire que, en fait, on est allé de plus en plus vers la comédie. Il y avait déjà, évidemment, de la comédie entre Lampion et la Rosière, mais c'était plus restreint. Hein. On racontait surtout une histoire policière. Bon, dans la saison 2, la saison des années 60, en fait, le truc s'est complètement inversé. C'est-à-dire que, finalement, moi, je dis aux auteurs maintenant, ne quittez plus le point de vue de nos héros, parce que c'est eux qui nous intéressent, c'est pour eux que les gens viennent, et c'est pour la comédie avec les héros. Donc, en fait, on ne va plus tellement dans la famille où s'est commis le meurtre, etc. Hein. Alors, évidemment, il faut quand même, c'est la base, avoir une bonne intrigue policière. Les gens seront déçus s'ils ne tombent pas de leur chaise à la fin en disant « Oh, c'était lui le meurtrier !» Qui est le truc ultime chez Agatha Christie, voilà, on est d'accord. C'est la marque de fabrique Agatha Christie, c'est... Oh, et ça marche à tous les coups, hein. Pourtant, on en a fait des... Je veux dire, elle se répète des fois dans ses mécaniques. Hein. C'est évidemment celui qui était la victime, qui est en fait le coupable. Mais ça marche. Elle nous piège à tous les coups. Donc, ça, c'est la base. Mais après, les gens viennent pour la comédie. Donc, pour répondre à votre question, on s'est lâché de plus en plus. C'est vrai que dans la comédie, on explore tout. La comédie de caractère, la comédie de situation, la comédie burlesque, vous le dites. On ne s'interdit rien, en fait. Et ça plaît. Est-ce qu'il y a un roman d'Agatha Christie qui fait partie de votre panthéon littéraire, ou c'est l'ensemble de l'œuvre ? Il y en a un qui vous plaît plus que tous les autres ? C'est l'ensemble de l'œuvre, mais je dois dire, et c'est pas pour faire de la pub, La nuit qui ne finit pas, celui qui est le premier roman pour la saison 70, en fait, on a pris un roman. Le premier épisode, ouais. Ouais, le premier épisode. C'est un roman que j'adore, que j'ai toujours adoré, et je pensais ne pas pouvoir l'adapter parce que, en fait, comme dans le meurtre de Roger Ackroyd, c'est raconté du point de vue du meurtrier. Donc, j'étais bloquée par ce truc-là. Je me disais, ben non, celui-là, je l'avais toujours mis de côté en disant, il n'est pas adaptable. Et finalement, j'ai réfléchi et on a trouvé le moyen. Donc, justement, en ne racontant pas du tout l'histoire du point de vue des personnages, mais du point de vue de nos héros. Et j'adore particulièrement celui-là, La nuit qui ne finit pas. Donc, c'est le premier épisode de cette saison 3 que vous pouvez revoir et re-revoir sur France.tv, qui est disponible également sur Salto. On parlait de cette influence d'Agatha Christie quand on était adolescente ou enfant, en tout cas, et qu'on découvrait la lecture. Mais quand vous étiez petite, Sophie Réville, est-ce que vous disiez « je veux être productrice de fiction » ? Non, pas du tout. Mais quand même, je baignais dans les livres. Donc, j'étais grosse lectrice et dans le cinéma, puisque ma mère m'emmenait au cinéma tous les dimanches après-midi. Mon père avait un enregistreur, un lecteur VHS et tous les films du cinéma de minuit et des ciné-clubs de la télé, il les enregistrait. Donc, quand même, il y a des influences, voilà. Cinéma, lecture. Non, je ne savais même pas que ça existait comme métier. Évidemment que non. Et alors, comment vous tombez dans cette marmite-là de la production ? J'ai fait Sciences Po pour faire plaisir à mon papa. Après, j'ai fait une école de commerce aux États-Unis pour faire plaisir à mon papa. Je suis revenue en France, j'étais très malheureuse. J'ai tout plaqué. Et j'ai écrit à une productrice, à l'époque, qui s'appelait Simone Harari, qui m'a engagée. Je suis revenue à mes premières amours, quoi, on va dire. J'ai mis du temps à revenir. Et finalement, voilà, je fais plus de la direction artistique et de la direction littéraire. Que de la production comme on peut l'entendre. Exactement. Qui serait plutôt côté financier, quoi. Exactement. Donc finalement, voilà, ça m'a pris toute ma vie de revenir à mes premières amours, la littérature et le cinéma.
On a parlé des petits meurtres d'Agatha Christie, donc on verra 4 épisodes cette année. Oui. Je vous en souhaite autant pour l'année d'après. Ils étaient 10, ça arrive bientôt sur M6 et donc c'est toujours disponible sur Salto, Tout à fait. évidemment. Quels sont les autres projets ? Un projet sur Canal+, c'est ça ? Alors, on a produit, il y a 2 ans avec mon associé, le long métrage L'amour flou de Romane Boringer. Oui. Et on a proposé à Canal+ de raconter la suite de L'amour flou. Donc, c'est une série de 9 fois 30 minutes sur cette famille complètement folle qui vit dans un sépartement. Donc, des gens séparés qui vivent ensemble. Qui est la vie d'ailleurs de Romane Boringer. C'est adapté un peu de ce qu'elle vit Romane au Boringer, quotidien. Philippe Rebaud, mais c'est de la fiction, c'est de la comédie très très drôle. Et là, on démarre la préparation d'un long métrage de Jean-Pierre Améris. Jean-Pierre Améris, c'est un complice avec qui on travaille depuis 15 ans. C'est un long métrage qui s'appelle Les Folies fermières, sur un agriculteur qui crée un cabaret dans sa ferme. Donc une comédie, avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani. Oh là là, et Guy toute la Marchand. bande, d'accord. Voilà. Ah, ça va être triste, comme on dit, c'est ça. Ouais. Moi, j'adore la comédie. Je dois dire que c'est mon genre de prédilection. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que j'imagine que votre métier a évolué ces dernières années. Si vous deviez le comparer à une fiction, ce serait quoi ? L'univers dans lequel vous évoluez, c'est plutôt une série policière avec élimination des concurrents ? C'est quoi ? C'est un drame familial avec trahison et petites manipulations ? Ou au contraire, c'est une comédie au cours de laquelle vous vous amusez tous les jours ? Ah oui, c'est une comédie, c'est une chance folle. C'est une chance folle de faire ce métier, de faire toutes les rencontres qu'on fait. C'est une chance folle de pouvoir créer en fait une bande. Ça ressemblerait à une troupe de théâtre quand même. Une troupe de théâtre complètement. Pour reprendre les références Claude Sautet, voilà, un film à la Claude Sautet, quoi. Une bande d'amis avec qui on peut créer des choses. Non, moi je me considère comme une grande privilégiée. On a une chance folle de faire ce métier. Et, c'est une joyeuse comédie, ouais. On ne se connaissait pas, Sophie Réville, avant de commencer cet entretien. Et voilà, ça fait déjà plusieurs minutes qu'on parle ensemble. Je me demande pourquoi vous n'êtes pas devant l'écran comme comédienne. Oh bah non, je pense que je serais une très mauvaise comédienne. Vous êtes sûre ? Ah oui. Vous y avez sûr. jamais pensé ? Non, moi par contre, un petit regret, mais petit, parce que j'aime pas trop les regrets. Moi, si j'avais pas eu des parents aussi bourges, aussi coincés, j'aurais fait une école de cinéma. J'aurais été réalisatrice. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Et vous sentez pas de passer à la réalisation ? Bon, voilà, j'ai passé 50 ballets. Et puis, j'aime quand même ce côté chef de famille, du producteur. Ça me plaît. Donc, en fait, je suis pas prête à renoncer à ça non plus. Parce que j'ai quand même réalisé 2 films, dont un film sur l'autisme qui s'appelle Le cerveau d'Hugo. Qui est formidable. Et que je pense qu'on peut encore voir aujourd'hui, même s'il n'est pas disponible sur Salto. C'est possible, tout à fait, sur Salto. Mais voilà, si j'avais fait quelque chose, j'aurais fait ça. Réalisatrice. Ouais. C'est un métier sublime. Mais vous savez, sans Sciences Po et sans l'école de commerce, vous n'auriez pas été productrice. Donc il faut remercier votre papa qui vous a obligé à faire ça. Il ne faut pas avoir de regrets, vous avez bien raison. Merci infiniment, Sophie Réville, pour ce grand entretien. Merci infiniment, vraiment. Toutes les saisons des petits meurtres d'Agatha Christie sont disponibles sur la plateforme Salto. Et la dernière saison est également diffusée le vendredi soir sur France 2. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Seriland vous attendent, dans le premier, émission spéciale Saint-Valentin. Ça ne signifie pas qu'on sera ultra romantique, mais en tout cas, on parlera de couple dans les séries. Quant à notre grand entretien du jeudi, il sera consacré à la série événement de Canal+, Paris Police 1900. Son producteur Emmanuel Dossé, également à l'origine, entre autres, de la série Un village français, nous dévoilera les coulisses de cette nouvelle création originale. Seriland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à commenter. Le groupe Facebook Seriland est là pour ça et vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. Faites-nous briller, ça nous rend heureux. Mais attention, dans Seriland, vous le savez, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.